Bonjour à toutes et à tous, je suis Clément Reynard, merci de nous rejoindre pour ce troisième épisode d'Un poil du UX, en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui, nous accueillons Roman Borgé, UX et UI designer senior au sein de La Grande Ourse, qui a pu collaborer avec de multiples sociétés dans différents secteurs, et qui s'occupe actuellement du design système pour Doctolib dans l'équipe de Michael David. Le sujet de cet épisode est le design system, son utilisation, sa maintenance et son évolution. Plein de choses à voir ensemble donc aujourd'hui, notamment la manière dont peut être mis en place un design system, avec quels outils, quelle organisation, et avec quelles règles d'utilisation, et les différentes façons de faire évoluer et maintenir son design system, et plein d'autres conseils qui seront délivrés aujourd'hui avec Roman. Bonjour Roman. Bonjour Clément, bonjour tout le monde, comment vas-tu ? Écoute bien, je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast et hâte que tu nous partages tes retours d'expérience et tes conseils autour du design system. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Romane, je travaille en tant qu'UX, UI designer depuis 5 ans maintenant. Je suis intervenue dans différents types d'entreprises, à la fois sur du B2C comme du B2B. Je suis intervenue entre autres pour Allianz, Club Identicar, mais aussi le groupe Pernod Ricard. Et comme tu le disais, je travaille actuellement chez Doctolib pour gérer leur design system au quotidien. Bah écoute, ça tombe plutôt bien que tu sois en mission chez Doctolib sur ce thème-là, vu qu'aujourd'hui c'est vraiment en effet le design system qui nous intéresse. Mais déjà avant, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer finalement qu'est-ce qu'un design system ? Définir le design system, on peut dire que c'est une bibliothèque qui va rassembler du coup l'ensemble des composants, des visuels, mais aussi le contenu, la façon de parler à l'utilisateur, donc tous les éléments qui vont constituer un produit ou un service, avec toutes les guidelines pour les utiliser. Dans quel contexte, de quelle façon, comment je parle, comment je présente mes éléments, mes interfaces, etc. C'est vraiment c'est un référentiel, une vraie source de vérité, aussi bien en termes d'univers graphique, de conception d'interface, mais aussi de création de contenu. Il faut savoir qu'on parle de design system, mais ce design system implique également les développeurs, parce qu'ils font vraiment... c'est un vrai travail d'équipe entre développeurs et designers. Le design system n'est pas fait que pour les designers, par les designers. C'est un vrai travail d'équipe entre designers et développeurs qui permet d'avoir une véritable référence et de parler le même langage concernant le produit. L'idée, c'est d'avoir une expérience unifiée et homogène au sein d'un même produit, d'avoir les mêmes composants sur les mêmes types de parcours, mais également d'avoir un vrai gain de productivité à la fois chez les designers et les développeurs. C'est-à-dire qu'on va avoir cette fameuse, on va dire cette boîte de briques de Lego qu'on va pouvoir utiliser et on va vraiment se focaliser sur l'essentiel, donc c'est-à-dire sur la conception de parcours, plutôt que de concevoir à chaque fois, à chaque conception de parcours, de penser à concevoir les boutons, etc. Et ça permet également d'avoir une meilleure collaboration entre les équipes, puisqu'on va parler le même langage entre designers et développeurs. Ouais, c'est important du coup d'appuyer dessus en effet, que ça met en lien les designers et les développeurs de façon quand même vraiment très très serrée. Ça évite du coup des frictions et du temps perdu et puis même des problèmes d'inéquation entre les interfaces qui peuvent avoir en tout cas des fois même des problématiques de conception entre chacun designer, quoi. Tout est centralisé, tout le monde a accès du coup à la même chose et le but c'est de pas trop en sortir justement. Exactement. Mais bon, ça on va en parler un petit peu plus tard. Ma première question, du coup, va plutôt concerner la mise en place d'un design system. Comment, finalement, est-ce qu'on arrive à mettre en place un design system ? Qui est impliqué dans cette mise en place ? Et enfin, quels outils sont utilisés ? Comme je le disais, en fait, ce sont surtout les designers et les développeurs qui vont être appliqués. Bien sûr, en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être un ou plusieurs designers et ou développeurs qui vont être impliqués. Et on a ce travail d'équipe qui va être tout du long de la construction du design system. C'est-à-dire qu'on va d'abord poser les bonnes questions. Quels sont les objectifs du design system ? Comment le mettre en place ? Quel process on va utiliser ? Quel logiciel on va utiliser ? Est-ce qu'on veut faire quelques composants ? Est-ce qu'on veut vraiment créer une bibliothèque entière de contenu ? Quel impact ça va avoir également sur le produit ? Parce qu'on peut créer un design system de zéro dès le début d'un produit. C'est forcément plus compliqué quand on n'a pas un produit en place. Mais on peut aussi commencer à construire un design system quand un produit vient de sortir ou même encore quand un produit est déjà en ligne depuis quelques années aussi. C'est bien sûr, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes impacts, mais c'est important de savoir quel impact ça va avoir sur le produit, de travailler cette factorisation au final, de réunir et de factoriser tous ces composants, que ce soit côté design ou côté tech.
Après, pour les outils, ça peut varier. Chaque team peut avoir ses outils, mais on va avoir quand même, on va devoir décider d'un outil commun entre les équipes, c'est-à-dire entre designers et développeurs, pour avoir un vrai suivi au final sur ce design system. Il y a un outil en tout cas qui permet de les centraliser et aussi bien pour les designers que pour les développeurs d'avoir une seule ressource. C'est ça, au final, bibliothèque. cette fameuse source de vérité, on va avoir un outil qui va être central, et après de chaque côté, on va avoir, on va dire, son propre logiciel. Par exemple, un designer peut travailler sur Figma, comme il peut travailler sur Sketch ou sur Adobe XD. Il va concevoir ses composants. Le développeur, lui, va les développer de son côté. Il peut utiliser par exemple Storybook, qui est, on va dire, le miroir au final de Figma, mais sur les composants développés. D'accord. Et à partir de là, chacun de son côté a ses éléments, mais on peut utiliser des outils en ligne comme 08, qui est une plateforme en ligne qui permet de centraliser à la fois les composants, les guidelines des designers, mais aussi la ressource développée, vraiment les éléments développés sur Storybook. Et du coup, on a ce fameux contenu centralisé qu'on peut partager du coup à toute l'équipe, pour onboarder les nouveaux arrivants dans les équipes, mais aussi pour le partager à la terre entière, comme certaines boîtes peuvent faire, et partager, dire voilà, on a un design system, voilà à quoi il ressemble, quels composants on a, quels principes de base on utilise, etc. etc. Et ça permet, ça c'est on va dire les principaux outils, et après on peut en avoir, c'est toujours mieux effectivement d'avoir un outil, ce que j'appelle les outils de suivi, qu'on peut utiliser comme Jira, Trello ou Asana, pour avoir un vrai suivi sur chaque tâche au quotidien liée au design system, pour dire ok, on a tel type de composant qui va être retravaillé, qui va être créé, qui s'occupe de ça, à quelle étape on en est, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est terminé, etc. Ok. Oui, donc en gros, c'est vraiment à chaque situation, en fait, un peu son outil, à chaque entreprise ou à chaque identité, on va dire, va utiliser du coup un outil ou un autre, ou même plusieurs outils. Ça dépend vraiment de l'organisation finalement. C'est ça, tout va dépendre. Il y a par exemple, je sais qu'il existe des design systems qui sont principalement leur source de vérité, ça va être Storybook, c'est-à-dire qu'ils utilisent Storybook à la fois pour montrer les composants développés, donc visuellement on voit à quoi ils ressemblent, on voit le code, mais on va également avoir des guidelines qui vont être directement intégrés dans Storybook. Après, c'est un outil qui parfois peut être compliqué à utiliser pour les designers, parce que c'est quelque chose qui est très côté tech, si je peux dire ça. Donc du coup, c'est pas mal d'avoir un outil commun sur lequel on peut tous se retrouver pour dire ok, bah toi tu vas intégrer ton code, moi je vais intégrer ça, et on garde ce côté travail d'équipe où on construit ensemble cet élément, et chacun est à l'aise en fait sur sa partie, et garde quand même ce tronc commun pour le design system. Ok, bah super, merci en tout cas pour ce début déjà qui commence bien. Et une fois qu'on a mis en place donc, ce fameux design system, il est important, on en parlait plusieurs fois du coup ensemble, mais de mettre en place des règles d'utilisation. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus quelles peuvent être ces règles, si tu as des exemples, et surtout comment est-ce qu'on les met en place? Parce que ça ne va pas être simple entre designers, enfin il y a beaucoup de designers dans les entreprises du coup maintenant, il y a beaucoup de développeurs. Ça peut arriver que chacun veuille faire un petit peu de sa sauce finalement, les maquettes ou l'intégration. Donc, quelles sont du coup les règles qu'on peut mettre en place ? Il y a plusieurs règles qu'on peut mettre en place. Tout d'abord, comme tu dis, on peut avoir des équipes qui peuvent être très grandes, qui grandissent très vite aussi. Donc c'est important, je pense, tout d'abord de mettre en place la règle de l'ownership. C'est qui s'occupe en fait du design system, qui est décisionnaire sur le design system, c'est-à-dire qui va s'en occuper, qui va le gérer, qui va créer les composants, qui va valider aussi les composants, et à qui on doit s'adresser en tant que designer ou développeur pour dire bah voilà, j'ai un nouveau besoin ou j'ai tel problème sur le design system, à qui je dois m'adresser pour ça. Donc, c'est un peu ton rôle du coup. C'est un petit peu mon rôle aujourd'hui, effectivement. C'est mon rôle, c'est également le rôle dans la team Design Ops. Aujourd'hui chez Doctolib, on est responsable, en tout cas dans le côté design, on est responsable auprès de toute l'équipe de dire voilà, si vous avez un besoin, une nouvelle demande, un bug à reporter concernant le design system, c'est vers nous que vous devez vous diriger pour nous reporter ce bug. Okay. Ou ce besoin en tout cas. Donc ça je pense que c'est la première étape pour bien se décider aussi, pour éviter effectivement que chacun se décide un peu dans son coin, c'est de bien centrer, de dire voilà, si vous avez telle question côté design c'est telle personne, côté tech c'est telle personne. On a également des responsables côté tech pour dire voilà, on a une équipe
une équipe composée donc, des responsables du design system côté design et côté tech, et c'est à eux que vous pouvez diriger vos demandes. Okay. Tout simplement. Après ça, il y a aussi tout ce qui va être le suivi, c'est-à-dire savoir, comme je parlais tout à l'heure d'un outil de suivi, c'est de manière générale savoir qui fait quoi, où en est telle ou telle tâche pour bien avancer facilement et ne pas perdre de vue en fait, les objectifs et de dire voilà, on a une to-do au final, on a tel composant, on a tel élément à modifier, sur quelle est cette fameuse source de vérité, aussi sur le suivi des tâches en cours sur vraiment juste le design system. Ouais, hyper important. C'est ça. Et à partir de là, on va avoir les règles, tout ce qui va être des règles de processus. C'est-à-dire quel est le processus pour designer un nouveau composant ou optimiser un composant existant, comment je fais. Est-ce qu'il faut que je fasse une demande? Est-ce que je propose une version et après on la valide, on la développe, etc. Comment je reporte un bug? Si je vois par exemple un composant qui est cassé en ligne, comment je le reporte parce que je vois que c'est vraiment le bug est associé vraiment à un composant. Par exemple, un bouton qui est cassé et que le texte est sur 2 lignes, par exemple, est-ce que c'est lié juste à mon produit ou mon parcours, ou est-ce que c'est vraiment lié au design system? Et à partir de là aussi, comment tenir au courant toutes les personnes impliquées. Je parlais de cet outil de suivi. Aujourd'hui, par exemple, chez Doctolib, on a mis en place un tableau alors c'est sur Asana, mais ça peut être sur n'importe quel outil de suivi au final. Mais l'idée, c'était d'avoir un tableau vraiment général et global pour avoir une vraie vision globale sur tout le suivi. C'est-à-dire que chaque designer, chaque développeur chez Doctolib peut accéder à ce tableau et voir, du coup, c'est un vrai backlog. C'est-à-dire qu'on a toute la liste des composants, toutes les demandes, les bugs, les optimisations, et à partir de là, sur chaque ticket, on a toutes les informations, c'est-à-dire de quel composant il s'agit, par exemple un bouton, est-ce que c'est une optimisation, un bug, un nouveau composant, et ensuite tous les statuts, c'est-à-dire pour savoir à quel moment on en est au final sur le Figma, donc côté design, peut-être sur le Storybook côté développeur, mais également sur 08 qu'on utilise pour la partie documentation et guidelines. Donc voilà, en un seul coup d'œil, on peut voir en fait sur ce tableau où est-ce qu'on en est, si on a plutôt avancé telle semaine sur tel projet. Ça permet aussi de prioriser si jamais il y a des demandes qui arrivent en cours de route, ça arrive toujours, des demandes un peu plus urgentes, de reprioriser ces éléments et de pouvoir aussi communiquer. Si on nous demande voilà, où est-ce qu'on en est dans le design system aujourd'hui, comment est-ce qu'on avance, on peut dire voilà, on a ce suivi-là, ça vous permet d'avoir des infos aussi globales sur notre travail, quoi. Ok, là justement tu parles d'un sujet qui est assez intéressant, toute la partie de faire avancer le design system, de le faire évoluer et donc de le maintenir du coup également en continu, qui est une des choses un peu, je dirais pas délicates, mais en tout cas il faut faire du coup attention à ce qu'on fait du coup sur un design system, et en même temps c'est une des choses les plus importantes pour le faire vivre aujourd'hui, parce que c'est un produit qui vit un design system, c'est pas juste un truc qui est figé. Du coup c'est assez complexe quand même comme tâche. Oui, c'est vrai, c'est quand même pas mal de travail. Il faut savoir que un design system, il va y avoir 2 grandes étapes dans la construction d'un design system. Il va y avoir le départ, c'est-à-dire je vais construire mon design system, je vais créer mes premiers composants, et il va y avoir toute cette partie, on va dire, de maintenance, comme tu dis, ce gros travail de maintenance et de mise à jour derrière, parce que effectivement, le design system est vivant, il évolue, il vit. Il vit aussi avec le produit, mais avec les designers, avec les développeurs et aussi indirectement avec les utilisateurs. Donc ça demande vraiment un travail sur le long terme pour le maintenir, l'optimiser, s'assurer aussi que y a rien de cassé sur le design system, que ce soit côté design ou côté tech. Et voilà, en fait, il va vivre petit à petit. Si le produit évolue, le design system va devoir évoluer avec lui. Et du coup, un même composant pourrait avoir plusieurs vies, plusieurs versions avec cette évolution du produit. Si je prends, par exemple, je peux vous parler de la barre d'étapes, donc une barre d'étapes qu'on va avoir au cours d'un formulaire. On peut avoir une première version qui est une version simple, on va juste avoir, vous en êtes à l'étape 1, vous en êtes à l'étape 2, c'est juste de l'information qui est apportée, et on va avoir un nouveau besoin ensuite, donc une deuxième version, on va nous dire, ça serait bien de pouvoir cliquer, d'avoir une interaction avec cette barre d'étapes, de pouvoir revenir par exemple à l'étape précédente. Tu dis ok, très bien, à partir de là on va creuser le besoin, de dire pourquoi tu en as besoin, quelles sont exactement tes demandes au final,
quels sont les contextes, les use cases, est-ce qu'il y a des états à prévoir, c'est-à-dire si mon élément est interactif, ça veut dire qu'il a un état par défaut, il a un état au survol, il a un état cliqué, est-ce que je vais avoir d'autres éléments à rajouter, et notamment, comme c'est un composant qui est déjà existant, quel est l'impact quel est l'impact que le changement va avoir sur ce produit. Parce que si on rajoute par exemple un état de hover ou d'autres éléments, au final, s'il est déjà existant dans le produit, ça peut potentiellement décaler les pages, décaler les éléments, ça peut peut-être casser quelque chose de manière plus ou moins, on va dire, importante. Et donc, c'est bien de vraiment vérifier quel est l'impact que ça va avoir sur le produit. Ok, et j'ai une petite question là qui vient de me venir en t'écoutant. Justement, tu parlais de besoin. Comment ce besoin, aujourd'hui, il t'est remonté ? C'est des designers, c'est des développeurs, c'est via des surveys ou ce genre de choses, du coup, côté client. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi après ça, c'est le fait de savoir si finalement, toi, ta part de designer que tu as, parce que tu n'es pas juste là pour exécuter et faire du design system, tu es designer, du coup, avant tout en UX et en UI. Du coup, comment tu fais la part des choses entre ce qu'on te remonte et ce que tu vas appliquer finalement sur le design system ? Comme je disais, ça va être surtout dans la recherche du besoin, dans le fait de creuser le besoin. Ça va être aussi d'apporter du conseil, au final, qui est le travail de tout designer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des designers peuvent nous remonter on va dire des problèmes ou des demandes de différentes façons. On a mis en place un formulaire qui leur permet de dire, voilà, moi j'ai besoin de tel composant ou telle version pour tel projet. Et l'idée, c'est de reprendre ce formulaire, de refaire le point avec le designer, de lui dire, ok, d'accord, tu as besoin de tel composant, tu m'as pas forcément donné tous les détails, est-ce que je peux en savoir plus, est-ce que tu peux me présenter aussi ton parcours, ton projet, pour que je puisse en savoir plus. C'est comme un travail de designer, j'ai envie de dire classique, c'est je vais aller creuser le besoin et je vais aller chercher, sauf que là, mon utilisateur, c'est pas le patient qui va sur Doctolib, c'est pas lui indirectement, ça va être le designer, parce que c'est lui qui va utiliser le produit que je vais créer. Donc, je vais aller chercher et je vais lui proposer la solution, on va dire la meilleure solution entre le conseil que je vais lui apporter et son besoin, mais aussi ses contraintes. C'est-à-dire, j'en ai besoin rapidement, ou alors je ne peux pas faire plus que ça parce que les développeurs m'ont déjà dit qu'on n'avait pas cette possibilité. Donc, ça va être surtout ça. C'est majoritairement des designers qui nous remontent ces besoins, mais on a également des développeurs. Ils ne nous remontent pas forcément des bugs, parfois certains même challenge certains composants. C'est ça qui est intéressant aussi de travailler avec les développeurs, c'est qu'ils ont toute la journée la tête dans le produit, ils le connaissent presque mieux que nous au final, parce qu'ils travaillent vraiment dedans toute la journée, et ils vont nous reporter, là j'ai peut-être vu un bug, mais est-ce que on pourrait pas en profiter, est-ce que c'est pas l'occasion justement de challenger ce composant et de l'améliorer parce que je connais tel ou tel cas où ça fonctionne pas très très bien. D'accord. Ok, donc du coup, et donc c'est vraiment, tu as ce double rôle de gestion d'un système, mais aussi du coup d'implémentation, en prenant du coup les besoins que les autres designers ou développeurs peuvent te remonter. C'est ça, c'est une double cascade dans le sens où on a à la fois ces besoins, on répond aux besoins des designers, mais on va également aussi initier des projets un peu plus, on va dire, global ou transverses. Ça peut être travailler les styles de texte, qui est un sujet qui va toucher tout le monde. Ça peut être aussi travailler la palette de couleurs, ou même encore plus globalement, travailler un sujet d'accessibilité. C'est un sujet qui est très important aujourd'hui, qui est même nécessaire, notamment pour un produit tel que Doctolib, qui est un produit d'utilité publique, de penser justement à rendre ce produit le plus accessible possible. Tout à fait. Super. En tout cas, ça a l'air plutôt simple vu de loin quand on t'écoute comme ça, mais en effet, on voit quand même bien qu'il y a de la complexité, qu'il y a beaucoup de travail du coup à faire dans ce milieu-là, et qu'il y aura toujours du travail en tout cas autour d'un système. C'est pas juste une fois one shot, on l'a fait, c'est bon, on peut l'utiliser. Il y a vraiment du coup du travail en continu. Et en quoi pour toi, en tout cas, un design system bien établi et surtout bien maintenu, qui évolue, permet finalement à un produit, quel qu'il soit, un produit ou un service, finalement de performer, de bien fonctionner? Pour moi, si un design system est bien mis en place, il va permettre, comme je disais, d'avoir ce gain de temps, d'avoir le même langage entre designer et développeur, c'est-à-dire quand quelqu'un va parler d'un style de texte, d'une taille ou d'un type de bouton, on sait à quoi il fait référence, on ne commence pas à dire « Alors attends, tu me parles de tel bouton, mais moi il ne s'appelle pas comme ça de mon côté, je vais aller chercher » et on perd un peu ce temps parce qu'on ne va pas avoir le même langage et on va un peu tourner autour du pot et au final on perd ce temps précieux
On dit, alors qu'on pourrait dire je parle du bouton A, ok, très bien, nickel, voilà le problème au final. Et ça permet notamment ça, le fait d'éviter de faire ces allers-retours, on va dire un peu presque de téléphone arabe au final pour essayer de trouver le vrai problème. Ça permet vraiment une meilleure collaboration. C'est vrai qu'on travaille de manière très étroite avec les développeurs. Comme je disais, c'est un travail d'équipe. Et du coup, on travaille vraiment mieux avec eux. On s'entend très bien. Enfin, c'est vraiment c'est super chouette de pouvoir travailler quotidiennement avec eux au final. Et voilà, donc ça permet à la fois la collaboration, d'avoir cette source de vérité, mais aussi, comme je disais, d'avoir un vrai gain de temps, de pouvoir se focaliser vraiment sur les sujets essentiels et d'avoir un produit ou un service et aussi une expérience au final qui est unifiée à la fois pour les designers, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tous les éléments pour pouvoir construire la meilleure expérience, mais également d'avoir une expérience unifiée pour les utilisateurs, même si ça leur saute pas aux yeux que tous les boutons dans leur parcours ont la même taille, la même couleur et la même typo. Au final, ça fluidifie l'expérience parce que du coup, il y a aussi une reconnaissance de ces différents éléments. Et ça, c'est super important parce que même indirectement, il se dit « Ok, c'était super fluide, c'était nickel ». Et le designer qui s'occupe du design system, au final, participe à l'expérience aussi, même si c'est indirect. Tout à fait. Et puis, il y a aussi, je pense, le fait qu'en effet, quand on va faire une bonne pratique ou un nouveau composant, etc., qui va être plus performant et qui va être meilleur que compagnie, finalement, tout le monde va en profiter. Les différents projets, différents parcours vont pouvoir en profiter, les différents designers et développeurs vont pouvoir en profiter. Donc, ça améliore aussi, en fait, quotidiennement, finalement, la vie du produit et son utilisation. C'est ça, l'idée, c'est que comme un design system va vivre, c'est-à-dire qu'il va grandir, au final, comme un projet. C'est un projet à part entière, donc... comme une entreprise, il va vivre, il va grandir, il va évoluer sans arrêt. Alors, sans arrêt, c'est petit à petit, ça va être quand même... il va surtout évoluer. On ne change pas tous les 2 jours. Non, on ne change pas tous les 2 jours. Mais c'est vrai, quand on dit qu'il évolue continuellement, c'est parce que... moi, aujourd'hui, je suis vraiment au cœur du design system, donc j'ai l'impression qu'il évolue continuellement. Mais c'est vrai qu'on le fait évoluer petit à petit, quand même, peut-être petite brique par petite brique. On construit vraiment une immense... cette immense bibliothèque qui va servir vraiment à tout le monde et qui va également servir notamment aux nouveaux arrivants. On va pouvoir leur dire, ok, on a un design system, voilà comment il fonctionne, voilà comment tu peux aussi participer, parce que c'est complètement participatif et collaboratif. Et en fait, on va embarquer toutes les personnes qui arrivent dans cette équipe et du coup, ça fait un vrai travail énorme, un vrai travail collaboratif. C'est clair. Ok, trop bien. Et une petite question sur les limites, parce que là on parlait, il y avait des bénéfices, etc., etc. Comme tout projet, comme tout outil finalement pour des designers ou développeurs, ça a forcément, je pense en tout cas, des limites. Quelles sont du coup ces limites pour toi, ou alors est-ce que c'est vraiment magique un design system ? J'ai envie de dire que c'est magique en partie, effectivement, parce que ça aide énormément, il y a plein de points positifs. Après, comme tous les outils utilisés au quotidien, il a ses limites, forcément. Je retiens peut-être, on va dire, 2 limites à ça. La première, c'est que ça peut prendre du temps à mettre en place. Ça peut prendre vraiment du temps. Il faut vraiment être patient et se dire que voilà, ça va se construire sur le long terme. C'est vraiment un projet à long terme. C'est pas quelques composants qu'on va poser. On se dit, ok, c'est bon, c'est fini. Ça va évoluer, ça va continuer. On va le faire grandir petit à petit parce que imaginons demain, il y a un nouveau produit qui existe, que ce soit chez Doctolib ou chez quelqu'un d'autre. Il y aura forcément des nouveaux cas, des nouveaux problèmes, des nouvelles contraintes, des nouveaux besoins qui vont arriver. Et du coup, ça va continuer. Donc, il faut être patient et se dire, voilà, ça va se construire, ça va évoluer. C'est pas quelque chose qui sera, on va dire, la base est fixée, on va dire, dans le marbre, les guidelines, les principaux composants. C'est plutôt fixé, même s'ils peuvent évoluer, mais on va toujours avoir une partie qui va continuellement avancer. Oui, puis en plus que c'est certes du temps du coup au démarrage, mais après pour la vie de tout le monde, de tous les designers et tous les développeurs, c'est un gain de temps qui est quand même phénoménal. C'est ça, c'est un vrai gain de temps, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que ça ne va pas arriver tout de suite. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, mais ça a un véritable intérêt derrière. Et c'est vrai que ça peut être parfois compliqué de dire... Alors, ça va prendre quelques mois, mais vous allez voir, dans quelques mois, ça ira mieux. C'est vrai que c'est toujours compliqué à montrer, mais aujourd'hui, on arrive à prouver que ça... Vraiment, il y a une vraie utilité. Et designers comme développeurs, même les développeurs sont très demandeurs, parce qu'ils disent, ok, c'est super, en fait, ça nous fait gagner du temps et on peut se concentrer vraiment sur nos projets.
Et puis au final, on travaille bien en collaboration, ça fonctionne très bien, donc il y a surtout des retours positifs là-dessus. Donc voilà, il y a ce premier point où effectivement ça demande du temps, de la patience. Et le deuxième point, c'est que il est très rare, effectivement, comme il évolue, même si un design system est très performant, c'est rare de l'utiliser à 100% dans un produit. C'est-à-dire que tous les composants de tout le produit sera à 100% inclus dans le design system. C'est très rare, ça peut arriver, mais ça reste quand même aujourd'hui une exception. Pourquoi ce serait rare du coup de ne pas utiliser à 100% un design system ? Ça voudrait dire que, alors déjà, ça veut dire qu'il y a énormément de composants à créer. D'une part, enfin, ça dépend de la complexité du produit, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il y a quand même énormément de composants à créer. Ça peut aussi bloquer de dire, voilà, vous n'utilisez que des composants du design system, donc ça peut aussi freiner aussi la créativité sur la conception en elle-même. Mais au-delà de ça, comme il va vivre, on va toujours avoir, il y aura toujours des petites exceptions, des nouveaux cas, des nouveaux besoins. Donc au final, on pourrait passer de à 100%, non, on a des nouveaux besoins, donc ça va arriver. De manière générale, on dit que si un design system il est utilisé à 80% dans le produit, c'est quand même déjà très très bien. Okay. Ça veut dire qu'on a une bonne base sur le produit et le reste, on va dire que ce sont des exceptions. C'est-à-dire on va avoir quelque chose, des composants qui sont peut-être trop complexes à mettre en place ou quelque chose qui va être utilisé de manière unique. En général, un composant, on dit ok, c'est un composant du design system parce que ça va être utilisé dans plusieurs produits, dans plusieurs équipes, etc. Quels conseils principaux tu pourrais donner à des designers qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourraient être en charge d'un design system ou qui seraient amenés à travailler en tout cas autour d'un design system, avec un design system comme outil ? Je pense que le premier conseil que je dirais, ce serait d'être patient. Comme je disais, ça peut prendre du temps. Comme ça ne se fait pas en un jour. Il faut être patient, il faut savoir que ça ne va pas forcément avancer ultra vite et qu'il faut prendre conscience que parfois on va vouloir... il y a à la fois créer le design system, mais aussi maintenir aussi le produit à jour. Et ça peut prendre du temps. On a aussi des migrations à faire. Il y a le fait de créer des composants, créer des éléments visuels. Mais une fois qu'ils sont créés, si on a un produit qui est déjà existant et qui n'est pas forcément 100% ou au moins 80% connecté au design system, il y a cette partie de migration qui va forcément prendre un certain temps. Alors que dans la partie design ou partie développement, on va peut-être avoir une vision à plus long terme de dire j'aimerais bien aussi mettre ça en place et on est aussi là un peu pour dire ok, mais d'abord on va faire les choses dans le bon ordre, étape par étape, et on va avancer ensemble. Et c'est vrai qu'il faut effectivement avoir cette patience et ce recul de dire ok, moi je vois tout le produit et pas forcément ce composant là tout seul dans mon design system. Donc ça c'est vraiment je pense le principal élément. Après, il y a aussi la communication. La communication est essentielle, c'est-à-dire qu'on est rarement seul pour créer un design system, ou alors il faudrait être un super designer et développeur à la fois. Mais voilà, c'est un travail d'équipe, donc on a besoin de communiquer et il faut vraiment pouvoir communiquer facilement avec les personnes avec qui on travaille, parce que comme c'est un projet qui va impacter tout un produit, on a vraiment besoin de pouvoir parler avec les personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer au quotidien ensemble pour justement avancer petit à petit là-dessus. Et puis même pour éviter le fait que la personne qui va gérer du coup un système ou qui va travailler dessus ne voit, comme tu disais, vraiment que ça en fait, parce que du coup, in fine, on peut aussi se sentir loin du produit, ne plus avoir du coup le contexte d'usage qui est derrière, ne plus savoir qui c'est qui l'utilise vraiment, sachant que finalement ça sera utilisé par des designers plus que par des gens du coup derrière. Et en effet, je pense que c'est important de garder du coup le lien avec les gens qui travaillent vraiment sur le produit et non pas que sur le design system, pour garder cette notion-là et savoir pour qui vraiment on design, quoi. C'est ça, en tant que designer, on a souvent, c'est normal, je l'ai été aussi, tu l'as été, on l'a tous été un jour, on va dire la tête vraiment dans le projet, et on a du mal parfois à sortir, à prendre du recul. Donc c'est bien de garder cette communication à la fois avec les développeurs, mais aussi entre designers, pour aussi savoir qu'est-ce que fait la personne à côté de moi, qu'est-ce qui se passe côté design system, mais aussi côté développement, comment ça se passe, et d'avoir cette communication aussi au-delà du design system, de créer aussi cette communication et ce pont entre le design et le développement qui n'est pas toujours évident
selon le niveau d'avancement, on va dire, d'implication du design. Et comment tu fais ça du coup? C'est via des sortes de reviews? C'est via juste du coup des talks avec les différentes personnes? Enfin, comment tu... Ça peut prendre différentes formes. On peut essayer de mettre en place, chez Doctolib, on met en place des rituels en fait, qui sont hebdomadaires ou alors mensuels. Donc à la fois des rituels donc, de communication, des échanges à propos du design system, vraiment spécifiquement sur le design system, les avancées, que ce soit en termes de design, en termes de développement. On va avoir des talks aussi assez fréquemment avec les développeurs. On essaye de les intégrer au maximum le plus tôt possible dans les besoins du design system parce qu'ils ont vraiment cette vision qu'un designer n'a pas toujours sur le produit. Et on va avoir aussi des rituels qui vont être plus liés aussi au produit, c'est-à-dire, comme tu disais, des reviews que chaque designer peut faire, c'est-à-dire, voilà, je présente mon projet, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des retours dessus, et d'avoir à la fois cette vision d'un designer et aussi cette vision, on va dire, plus spécifique au design system, de dire, ok, est-ce que au final ton écran aujourd'hui il est, on va dire, compatible avec le design system? Est-ce qu'il est design system friendly? Est-ce que du coup si tu n'utilises pas tous les composants du design system, il y a peut-être une raison, ça veut peut-être dire que tu as des nouveaux besoins, pas de problème, on peut les prendre en charge. Donc voilà, c'est essayer de mettre en place petit à petit à la fois comme tu disais, des talks avec les designers, avec les développeurs et même les deux ensemble, pour dire voilà, on va travailler sur tel composant, par exemple un champ de formulaire ou un date picker, par exemple. Ça peut être un composant qui peut être assez complexe à mettre en place, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et l'idée, c'est d'impliquer tout de suite le développeur, parce que même si on n'est pas encore sec sur la proposition design d'un produit, lui, de son côté, il peut déjà voir qu'est-ce qui existe dans le produit, de quelle façon il a été intégré, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une librairie aussi, une vraie base sur laquelle travailler, et dire, bah voilà, j'ai une librairie, et je vais pouvoir partir de cette base pour le personnaliser. Donc voilà, la communication c'est vraiment essentiel, et je trouve que ça fonctionne. C'est ce qui fait fonctionner aussi un design system, c'est d'avoir une bonne communication et une bonne ambiance dans cette équipe, quoi. Et enfin, je pense que le dernier conseil que je peux donner, ce serait d'avoir vraiment cette vision holistique, le fait de vraiment avoir cette vision d'ensemble sur le produit, de penser des composants dans un produit et pas juste tout seul, mais ne pas penser qu'aux composants. On a également du contenu, donc c'est-à-dire toute la partie UX writing qui est à prendre en compte, qui est une véritable part du design system. Pour moi, c'est vraiment un ensemble. On a les composants, donc les interfaces, on a le contenu, le tone of voice, comment parler aux utilisateurs, comment formuler ces éléments, mais également toute la partie branding, donc le logo, les illustrations, les icônes, et également toutes les guidelines qui vont régir tous ces éléments, c'est-à-dire comment je vais utiliser mon bouton, mais aussi comment je vais rédiger le warning de mon bouton. Est-ce que je vais mettre une illustration dans ma page pour véhiculer telle émotion, telle information, etc., etc. Donc c'est vraiment garder en tête que le composant ne vit pas tout seul, il vit autour d'autres composants, de textes, d'images, de visuels. Et donc c'est toujours bien d'avoir cette vision de dire ok, à quoi ça ressemble en fait dans le produit, et d'avoir du coup d'avoir toutes les réponses. Enfin, toutes les réponses à nos questions, de dire ok, un bouton, il va pas vivre tout seul, il peut vivre avec d'autres boutons. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 3 boutons par exemple sur ma page? Est-ce que je vais avoir plusieurs niveaux pour avoir une meilleure hiérarchie? Est-ce qu'il y a du texte? Quand je vais cliquer sur mon bouton, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai besoin d'une animation, d'un chargement, d'un loader, etc., etc. Donc on garde quand même ce travail de conception, de recherche et d'expérience, même si on se concentre au final sur ce fameux petit bouton. D'accord, ok, super. Et une petite dernière question avant de conclure ce podcast. Là, depuis le début, on parle de plein de choses super intéressantes, et je me demandais en fait si finalement le fait de gérer un design system, est-ce que c'est pas un métier, dans le sens où j'aimerais bien avoir ton opinion du coup dessus, ton ressenti. Est-ce que ce serait en gros design system manager? Est-ce que c'est le rôle du coup qu'un product designer peut être mis sur cette tâche-là? Est-ce que c'est un design ops de gérer ça? Enfin, voilà, donne-moi un petit peu ton avis sur est-ce que c'est un métier à part ou finalement c'est un designer, un product designer ou autre chose qui peut s'en occuper? Je pense qu'un product designer peut s'occuper d'un design system, mais il faudrait qu'il s'en occupe à 100%. C'est-à-dire que c'est quand même une tâche qui est quotidienne, qui prend du temps. J'ai déjà pu assister, effectivement, j'ai déjà pu expérimenter des équipes où on n'avait pas forcément
cette personne qui était responsable du design system. Et c'est vrai que c'est plus compliqué, effectivement, à maintenir, à continuer à travailler, à mettre à jour. Je pense que le design system management est un vrai métier parce qu'on a ce travail à la fois, ce travail de conception, d'expérience, de recherche pour les designers. On va avoir toute la partie de communication avec les développeurs, donc réussir à parler le même langage, à comprendre aussi une partie de développement. C'est toujours essentiel. Je pense que c'est essentiel pour tout designer aujourd'hui, de mon point de vue, mais c'est vraiment indispensable pour un design system manager. Après, un design ops peut tout à fait, ça fait partie aussi de ses tâches de garder effectivement ce design system à jour. Ça peut faire partie de ces tâches, effectivement, de garder ça. Après, je pense que ça va être notamment en fonction de la taille d'une équipe. Si une équipe grandit et qu'on commence à avoir 10, 20, 30... je ne sais pas, peut-être 300 designers. Effectivement, le design ops, à lui tout seul, ne pourra pas gérer à la fois la gestion de l'équipe et le design system et toutes ces autres tâches. Donc, il pourra constituer une équipe dont des personnes qui seraient uniquement responsables du design system. Comme ce que je fais aujourd'hui, par exemple, où moi, je ne suis uniquement que sur le design system. Et je suis dans une équipe de design ops, au final, qui, lui, va gérer à la fois le sujet design system, mais aussi d'autres sujets plus liés à la vie de l'équipe design au final. D'accord. Ok, top. Trop bien. En tout cas, c'est cool de voir qu'il y a encore de nouveaux métiers qui émergent finalement. Enfin, de nouveaux métiers. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, des nouvelles fonctions de designers autour du coup, des interfaces, des services et des expériences qui émergent du coup continuellement. Et après, évidemment, ça dépend toujours de la taille de l'équipe, de la taille du produit, de la taille du design system et des tâches qu'il y a à faire derrière. Mais en tout cas, c'est quand même des nouvelles tâches qui sortent comme ça du métier. Très bien, écoute, merci beaucoup Roman pour toutes ces questions. Pour clôturer, je nous propose de faire comme d'habitude dans nos autres podcasts que l'on fait, donc de demander à la personne invitée, donc à toi Roman aujourd'hui, de nous dire un petit peu comment voient tes proches l'UX, comment est-ce qu'ils peuvent le définir. Et toi, notamment, tu as pu demander ça à ta mère. C'est bien ça, Roman ? C'est ça. C'est vrai que c'est toujours compliqué de présenter quand on travaille en UX, même en UI design, de dire voilà, maman, papa, je travaille là-dedans. Déjà, c'était compliqué pour eux de comprendre ce que c'est que t'es mon métier quand on parlait de web designer. Ouais. Donc c'est vrai que elle comprend pas forcément toujours. Et pourtant, quand je lui ai demandé la dernière fois de lui dire est-ce que tu peux m'expliquer au final, même avec tes propres mots, ce qu'est l'UX design, au final, elle s'en est pas si mal sortie. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas vraiment ce que c'était, mais que si elle devait l'expliquer, elle dirait que c'était la qualité du vécu qu'elle a eu dans un usage digital ou même dans un usage de la vie de tous les jours. C'est pour dire qu'au final... Oui, il y a déjà cette notion de vivre quelque chose, donc d'expérience qui est derrière, en fait. C'est ça, et pas forcément une expérience digitale, mais vraiment une expérience qui peut être une expérience de n'importe quoi dans la vie de tous les jours, en physique, en digital, etc. Elle m'a également parlé de toutes des sites internet, plus précisément, pour me dire, voilà, ça peut être les difficultés que je vais rencontrer sur un site internet, mais aussi la façon dont le site explique son fonctionnement, l'image qu'il me renvoie, est-ce que c'est attractif, et quelles interactions je peux avoir, et si le site comprend ce que je demande. Notamment, elle me parlait des sites administratifs qui étaient toujours une galère. On le sait tous que c'est toujours compliqué d'arriver sur un site administratif, de trouver l'information dont on a besoin, voire d'envoyer un document. Elle me disait, voilà, je ne sais jamais si mon document a bien été reçu, si les informations sont exactes sur le site, et j'en viens souvent à appeler directement le service pour savoir s'ils ont bien reçu mon document et si les informations sont exactes. Donc voilà, moi je pense que c'est déjà une bonne définition, même pour une personne qui n'est pas du tout du métier. Oui, ça, parce que vu qu'on précise, elle n'est vraiment pas dans le domaine du digital, ta maman, donc de base, elle n'avait pas connaissance de ce métier-là avant que toi-même, du coup, tu te lances dedans. Pas du tout, absolument pas. Elle n'est pas du tout là-dedans, donc elle travaille dans le domaine médical et... elle n'est pas du tout digital native, même si elle utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. Elle aime beaucoup YouTube, elle utilise énormément YouTube parce qu'elle écoute beaucoup de musique, mais elle n'a pas forcément cette même appétence que je peux avoir aujourd'hui, même si elle s'améliore petit à petit tous les jours, ce qui est super chouette aussi. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas cette appétence au quotidien, en tout cas. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec dans les différents podcasts, vu qu'on pose cette question, on voit vraiment finalement que les gens pas changent d'avis, mais en tout cas voient vraiment du coup la valeur de l'UX aujourd'hui. Et même au-delà de la valeur, en fait, ils comprennent ce que c'est, ce qui est quand même beaucoup.
et notamment dans des milieux du coup comme avec ta maman qui sont pas du tout centrés sur ces métiers-là de base. Et donc en fait, voilà, toute notre évangélisation à nous tous designers paye, et donc ça c'est toujours agréable aussi de le notifier. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup Romane, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tes retours d'expérience sur le design system. Écoute, merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir écouté. C'était plutôt sympa comme discussion, donc j'espère en tout cas que ça a pu aider certains designers qui se posent des questions sur le design system, mais également comment on peut travailler avec des développeurs sur ce sujet-là ou collaborer avec des design system managers. Je n'en doute absolument pas. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Un poil du UX de la Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir, à partager le lien de l'épisode sur vos réseaux, et vous pouvez également retrouver de nombreux articles traitant du design system et de plein d'autres sujets sur notre site lagrandours.design section blog. Voilà, merci et à très vite pour un nouvel épisode d'Un poil du UX.